Le pétrole était au cœur de la révolution industrielle. Le lithium est désormais le principal moteur de la transition énergétique. Ce métal indispensable à la construction des batteries des véhicules électriques est même surnommé l'or blanc de l'économie verte. Mais l'électrique est-il vraiment une énergie propre ? Faut-il parler d'un miracle ou plutôt d'un mirage? On en parle avec Flavien Neuvy. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. Avec nous également Jean-Rémy Macchia. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Journaliste spécialiste auto. Flavien Neuvy, le sommet international sur le lithium. Oui, ça existe, ça a lieu tous les ans. Il est aujourd'hui à Buenos Aires, en Argentine. Le lithium, LI, sur le tableau périodique, pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont à l'école ou à l'université. Le lithium est au-delà de l'électrique. Miracle ou mirage ? En tout cas, c'est le choix fait par l'Europe, puisque l'Europe a décidé d'interdire la vente des voitures thermiques à court terme, puisque 2035, pour une industrie comme l'automobile, c'est vraiment demain. La Chine fait le choix de l'électrique, mais c'est un choix qui est déjà ancien. En fait, la Chine a fait de la voiture électrique un choix stratégique. On sait que les Chinois travaillent sur le temps long, en réalité. Donc ça, ils ont pris cette décision il y a plus de 20 ans. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de pétrole ou très peu, et donc du coup, ils voulaient devenir un peu l'équivalent de l'Arabie Saoudite du 21e siècle. Ils ont anticipé ce phénomène-là. Et au-delà du lithium, la Chine a beaucoup de métaux rares qui rentrent aussi dans la composition des batteries électriques. Et puis les États-Unis aussi s'y mettent, alors là avec d'autres objectifs plus protectionnistes, des aides qui sont réservées aux voitures électriques produites aux États-Unis, et on a une Europe qui est prise en étau. Donc finalement, le lithium devient hyper stratégique parce que, on va dire, les trois grands marchés mondiaux de l'industrie automobile, le premier marché c'est la Chine, le deuxième les États-Unis, le troisième c'est l'Europe. Vous voyez, ça représente 80% du marché mondial, fait le choix du 100% électrique ou quasiment. Bon, évidemment, ça veut dire qu'il y aura des tensions quand même sur la demande de lithium, cobalt, etc. Et que ça risque de tirer quand même les prix vers le haut. La Chine bientôt numéro 1. On a beaucoup entendu parler des bus électriques à Shanghai. Oui, alors la Chine est déjà le premier pays producteur de voitures sur son territoire. Ça ne veut pas dire que ce sont des marques forcément chinoises, mais c'est le pays qui produit le plus de voitures aujourd'hui. Effectivement, voitures comme disait thermiques Flavien, ou électriques, tout confondu, tout additionné. Oui. Comme disait Flavien Neuvy, effectivement, le but de la Chine, c'est de devenir numéro 1 mondial en termes de voitures. Et pour cela, avec des marques locales, avec des marques nationales, chinoises, et pour cela, au lieu de combler un retard difficile à rattraper dans le domaine de la voiture thermique, du moteur classique, ils préfèrent prendre le plus jeune train, qui en est qu'au début, celui de l'électrique, et de monter au début, à l'initial, d'autant plus que, effectivement, depuis 10 ans, ils se préparent à cette évolution, et qu'ils ont verrouiller, cadenasser toute la chaîne de production des matières premières, des minerais essentiels à la fabrication des batteries et des moteurs. Bien sûr, il y a le lithium, mais il y a les terres rares. Ouais. Les Chinois détiennent à tel ou tel endroit de leur production, de leur extraction et de leur fabrication finale, 98% du marché mondial. Notamment en Afrique. Le lithium, notamment en Afrique. En République démocratique du Congo. En Afrique, oui. Le lithium, c'est 80%. Il y a du cobalt détenu à 70% par les Chinois, et enfin le nickel qui est détenu à tel ou tel moment de sa fabrication à 60% par les Chinois. Donc ils sont en train d'avoir une mainmise industrielle totale sur ce qui est batterie et donc voiture électrique. Vous faites bien de le préciser parce que pour autant ce qu'on appelle le triangle du lithium, il se trouve précisément en Amérique du Sud, Argentine, Chili, Bolivie. Comment expliquer que la Chine soit autant en avance ? Elle achète du lithium, forcément ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, le lithium, il y en a quand même beaucoup sur la planète Terre. Le tout, c'est de pouvoir aller l'extraire. On sait que ça se fait dans des conditions écologiques qui ne sont pas neutres pour la planète. Très clairement, il faut beaucoup d'eau, notamment. Mirage, donc, alors. En tout cas, sur le plan environnemental, la voiture électrique, c'est pas une voiture propre. Oui. Il faut produire l'électricité. Souvent, c'est l'électricité fortement carbonée, produite avec du charbon. En fait, on dit souvent que la dette d'un véhicule électrique, elle est largement négative au départ. C'est après que c'est rentabilisé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup rouler pour que finalement le bilan carbone du puits à la roue, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la destruction de la voiture, soit positif pour la voiture électrique. Il est plutôt positif, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Et puis ça dépend quand même pour beaucoup de la façon dont l'électricité consommée est produite. Si vous prenez l'électricité en Pologne, elle est extraordinairement carbonée. C'est des centrales à charbon. En France, on s'en sort mieux grâce au nucléaire. Mais c'est vrai que la voiture électrique, c'est pas une voiture propre. Et pour revenir sur le lithium très rapidement, en France, on a du lithium. Il y a d'ailleurs des projets d'extraction de lithium en France. La seule chose, c'est qu'on est un peu face à nos contradictions en France, parce qu'on a du lithium, on veut de la voiture électrique, mais en même temps, on refuse d'ouvrir des mines, en quelque sorte. Alors, on va voir si ces mines iront jusqu'au bout, mais on sait que ce sont des sujets qui sont très sensibles. Dès qu'on va les creuser, il y a des défenseurs de l'environnement qui disent non, il ne faut surtout pas faire cela, parce que c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour notre pays. Donc, on verra si on est capable, nous, de produire les matériaux dont on a besoin. L'extraction, vous le dites, c'est l'un des problèmes, l'une des questions. Il y a aussi la toxicité et bien sûr le recyclage.
Louisa Abrit s'est rendue dans l'une des rares usines de recyclage en Europe de lithium, de batteries. Il y en a 5 environ en Europe. Elle s'est rendue dans le sud-ouest de la France. Reportage. Voici ici où on reçoit les batteries. Donc on arrive dans l'atelier de démontage de batteries de véhicules hybrides ou de véhicules électriques. Nous sommes à Viviers de Casseville, dans le sud-ouest de la France. Ici se trouve l'une des 5 usines européennes capables de recycler les batteries des véhicules électriques. Neuves, elles sont vendues environ 10 000 €. Le coût de leur recyclage est intégralement pris en charge par les constructeurs automobiles. Entre 200 et 2500 € selon le poids de la batterie. Une batterie de voiture comme celle-ci pèse en moyenne 300 kg, mais certaines peuvent atteindre le double. Elles sont démontées à la main, tout est minutieusement trié pour ne garder que l'essentiel. Donc pour vous donner une image, sur cet exemple-là, on va brûler tout ce qui est plastique pour garder que les métaux qui nous intéressent à la revente. La matière suit ensuite une autre chaîne de recyclage, encore plus réglementée. Le site est estampillé Seveso par les autorités. Il stocke des substances dangereuses pour l'homme et l'environnement. La douche d'air est le passage obligé pour se débarrasser des particules lourdes dégagées par le processus de broyage des métaux. C'est grâce à ce broyeur que l'entreprise arrive à extraire cette poudre noire, la black mass, dans laquelle se trouvent les métaux comme le lithium, le nickel et le cobalt. Ils seront ensuite réutilisés pour fabriquer de nouvelles batteries. Nous pouvons plus ou moins tout recycler, en général sur 80 à 90% des batteries. Seulement 2% des matériaux ne sont pas recyclables. On les traite donc comme des déchets. Ils sont emmenés dans des centres de gestion des déchets. Grâce aux nouvelles normes européennes poussant les constructeurs à valoriser davantage les composants de leurs batteries, le recyclage est un marché florissant. La société a un chiffre d'affaires annuel de 31 millions €. Voilà donc pour ce reportage. Jean-Rémy Macchia, vous étiez plutôt surpris, disons-le, pas forcément connu. Très très peu connu. Alors, effectivement, ça ne fait que démarrer le recyclage des batteries. Pour ce qui est de l'extraction du lithium, c'était le sujet du jour, donc il faut savoir qu'une tonne de lithium, ça nécessite 2 millions de litres d'eau. Ouais. C'est de l'eau qui est prélevée dans les nappes phréatiques, qui est enlevée. C'est de l'eau à l'état naturel, qui peut avoir des sels minéraux, etc., qui passe dans tout un cycle de fabrication industrielle, qui est rejetée, mais à l'état beaucoup moins pur que celui originel. Et donc, c'est des assèchements, parce qu'il y a beaucoup moins d'eau remise dans la nature que celle qui est prélevée. Et puis, c'est aussi de l'eau abîmée, endommagée. C'est vraiment... Et on parle des véhicules électriques, mais il y a aussi les téléphones portables, bien entendu. Les éoliennes sont de grosses consommatrices de ces métaux rares, et lithium, cobalt et nickel, bien sûr. Jeffrey Brian Strobel, ex-directeur technique de Tesla, a fondé une société de recyclage. Je n'ai pas cité le nom, mais la devise, on peut dire, c'est que les plus grandes mines de cobalt et de lithium de l'hémisphère occidental se trouvent dans les bennes à ordures des pays occidentaux. Oui, que veut-il dire ? Non, mais en fait, il y a un potentiel énorme, parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui le niveau d'équipement en Europe, aux États-Unis, mais même en Chine, mais partout dans le monde, le niveau d'équipement en équipement électronique, téléphone portable, etc., il est considérable. Et on sait que chaque année, je ne sais plus combien on vend de téléphones portables, mais c'est peut-être 75 ou 80 millions de téléphones portables qui existent déjà. Donc, il y a un travail à faire sur le recyclage, le réemploi de tous ces matériaux qui est considérable, comme le disait Jean-Rémy Macchia à l'instant. On en est qu'au tout début. Mais il y a un potentiel qui est tout à fait gigantesque, et c'est pas un hasard s'il y a des entreprises qui se créent sur ce secteur, c'est que ça va être créateur de valeur. Pour l'instant, la difficulté pour mettre en valeur ou en avant ces systèmes de recyclage, c'est que les métaux qui sont récupérés, là on l'a vu dans votre reportage, souvent coûtent plus cher à être récupéré que d'aller chercher la ressource dans son milieu naturel. Mais il arrivera un moment où aller chercher la ressource dans son milieu naturel sera plus cher que de récupérer des matériaux déjà utilisés. À ce moment-là, la filière deviendra très rentable. Alors vous l'avez dit, 2035, c'est quasiment demain. Il y a cette législation européenne. Quelles conséquences pour l'emploi ? On a parlé de l'environnement. Ça va être un cataclysme ? Ça risque d'être effectivement un cataclysme. Pour la première fois, le législateur dit non pas « je veux moins » d'émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, il dit il faut l'électrique. C'est-à-dire que c'est la première fois que le législateur, dans ce domaine, ou dans un domaine technique ou industriel, il impose une date butoir. Non, mais je veux telle technologie. Il impose la voiture électrique, alors qu'il y a peut-être des manières
plus vertueuse, moins polluante, de faire tourner des moteurs classiques avec du biogaz, etc. Parce que tout ce qu'on dit ce soir sur, non pas le mirage, mais en tout cas le coût écologique, l'empreinte carbone, c'est connu. Qu'est-ce qui se joue derrière? Non mais je vous vois sourire. Est-ce qu'il y a, c'est vrai, on se pose la question. Du coup, pourquoi l'Europe qui a fait un pacte vert Je pense que le Dieselgate a tué le moteur thermique. C'est ça qui s'est passé. Le scandale Volkswagen de 2015. Volkswagen, le Dieselgate, c'est-à-dire que d'un seul coup, les constructeurs n'étaient plus audibles. Puisqu'un constructeur a triché, d'ailleurs il n'est pas le seul, d'un seul coup, l'opinion publique était prête à avoir des mesures très restrictives vis-à-vis de l'industrie automobile qui d'habitude expliquait ce qu'elle pouvait faire pour faire progresser ses moteurs. Donc il y a un avant et un après Dieselgate. Ouais. Mais c'est vrai que les conséquences, elles seront majeures pour l'emploi, mais pas que pour l'emploi d'ailleurs, parce que ça ouvre en grand le marché européen aux constructeurs chinois. Donc, et puis la filière, elle va avoir des destructions de postes, parce qu'on sait que pour fabriquer une voiture électrique, il y a beaucoup moins besoin de main-d'œuvre, tout simplement, que les équipementiers qui fabriquent aujourd'hui des pièces pour moteur. Si vous fabriquez des boulons pour moteur, et il y a beaucoup d'usines qui font ça un peu partout en Europe, bah demain, elles n'auront plus de travail, en fait. Donc oui, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les sous-traitants. Et l'Europe peut-elle contrer commercialement la Chine ? Encore une fois, la Chine, elle a une stratégie de très longue haleine, commencée il y a longtemps, globale, très intelligente, en verrouillant tout ce qui est les matières de plus grande valeur qui interviennent dans la fabrication des moteurs et des batteries. Donc on est déjà tributaire, on est dans la main des Chinois, on est tributaire des Chinois aujourd'hui et plus encore demain, et surtout si demain, 2035, c'est 100% obligatoire de voitures électriques vendues. On est vraiment dans la main des Chinois. Mais donc l'Europe est très en retard. Elle n'est pas en retard. Les Chinois, avec une main-d'œuvre beaucoup moins coûteuse que celle des pays occidentaux, évidemment, arrivent avec une force de frappe et un atout. On n'est pas à même conditions sociales. Vous n'aidez pas beaucoup. Il faut acheter une voiture électrique, une moto électrique. Non, il ne faut pas forcément. Non, ça dépend de votre usage. Après, pour revenir sur la Chine. C'est vrai qu'il ne faut pas essentialiser une citadine, par exemple. C'est pas la même chose que faire des longues distances. Non, et puis la voiture électrique, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle émet zéro polluant au moment de son utilisation. Et la qualité de l'air dans les villes, c'est quand même un sujet de santé publique qui est très important. Donc, la voiture électrique dans les grandes villes, franchement, elle a toute sa place. Après, de là à dire que c'est la voiture électrique partout, dans toutes circonstances, je pense qu'il y a un pas. Mais pour en revenir à la Chine, quand la Chine a 20 ans de retard, elle nous rattrape. On voit par exemple sur la production des avions, elle produit des avions maintenant. Là, c'est pas qu'elle a 20 ans de retard, c'est qu'elle a 20 ans d'avance. Donc gagner le pari, c'est pas gagner d'avance pour l'Europe. C'est-à-dire que voilà, il y a un grand défi technologique et économique. Un grand défi à relever. Merci beaucoup Flavien Neuvy et merci beaucoup Jean-Rémy Macchia de nous avoir permis d'y voir plus clair donc sur cette question de transition écologique. Merci à tous les deux.